Alors, ça doit être un sujet assez d'actualité pour qu'on ait autant de gens qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit que le travail hybride est quelque chose de très d'actualité, on va dire ça. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous présenter en fait ma chère collègue qui est avec moi aujourd'hui, qui va faire le webinaire avec nous. Bonjour Marie-Josée. Alors, Marie-Josée Bonjour, Larreau Jen. est leader innovation et créativité, consultante principale dans le groupe de stratégie et de transformation organisationnelle chez nous, chez Humance. Donc, Marie-Josée va avoir la chance d'animer avec moi. Non, c'est une blague. En fait, j'ai la chance d'animer avec elle. Donc, elle a complété son Executive Master Business Administration auprès du HEC et de l'Université de McGill, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la créativité et de l'innovation. Marie-Josée est spécialisée dans le développement d'ateliers corporatifs, stimulant l'idéation, la réflexion stratégique, le changement de la culture et la collaboration. D'ailleurs, elle vient juste d'écrire un article fort intéressant. Elle a œuvré dans plusieurs organisations de renommée comme le Cirque du Soleil, HEC Montréal, l'Université McGill, C2 Montréal et j'en passe. Et elle adore inspirer les organisations, incluant la nôtre, à imaginer et créer le futur du travail dans le contexte. Donc, bienvenue Marie-Josée, un plaisir d'être avec toi. Merci Jen. Si tu permets, je vais te présenter aussi. Donc, Jennifer Gabriel, qui est associée chez Humance et puis qui est dans l'équipe de développement des leaders et des équipes. Donc, Jen, ça fait quelques années déjà que tu es chez Humance, puis depuis plus d'une décennie, tu accompagnes les gestionnaires puis les chefs d'entreprise à réfléchir stratégiquement à l'impact sur leurs équipes, sur leurs partenaires externes. Tu les aides aussi à analyser les moyens utilisés et tu contribues à apporter des solutions pratiques pour les optimiser. Donc, en plus d'animer des conférences, des webinaires comme aujourd'hui, tu animes aussi des ateliers de formation, puis tu te spécialises dans le leadership à distance, donc dit hybride, qui est particulièrement d'actualité en ce moment. Donc, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Jen, et de partager ce moment-là avec tout le monde. Merci Marie-Josée. Puis oui, vous me gardez très occupée avec le mode hybride. Alors, pourquoi on dit aujourd'hui ici? On va vous parler du hybride, mais un peu sur notre expertise, en fait, pourquoi on se spécialise notamment dans le mode hybride. On a fait l'acquisition, on a eu la chance de faire une acquisition il y a plus de 2 ans de Work Evolution qui vient ajouter, bonifier à notre expertise dans tout ce qui est les stratégies humaines, d'accompagner les organisations pour avoir une culture engageante. Et Work Evolution s'est spécialisé depuis plus d'une dizaine d'années, même 14 ans pour être plus précise, sur justement le travail à distance, le travail hybride, en ayant des études probantes, en ayant vraiment travaillé sur la question bien avant la pandémie. Donc, vraiment, on a une équipe étoffée qui se penche constamment et je peux même dire qu'on est obsédé avec cette question du hybride et comment ça a un impact sur les organisations, sur les individus qui travaillent dans les organisations. Donc, très honorée de travailler avec tous ces experts-là dans notre équipe. Donc, un peu sur nous et tout l'objectif en arrière d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va travailler, on va revoir l'avenir du travail, chose qui vous vivez sûrement dans vos organisations. En passant, n'hésitez pas, il y a un Q&R en haut ou en bas sur votre écran. Donc, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir. On va parler du travail hybride et de la flexibilité parce que souvent, hybride et flexibilité peuvent vouloir dire beaucoup de choses. La création d'environnements de travail hybride, donc la flexibilité au sein d'un cadre défini. Comment on définit ce cadre-là? On a beaucoup d'organisations actuellement qui se grattent un peu la tête en disant est-ce qu'il y a une solution à tous nos enjeux? Donc, on va regarder ça. Et aussi, c'est quoi les compétences nécessaires pour nos leaders, nos gestionnaires au niveau du travail hybride? Donc, on a plusieurs petits éléments à vous partager. Et je vous fais un petit scoop. Vous allez avoir aussi un petit cadeau à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi.
Alors, très simple, je vous invite à profiter du moment, de vraiment, je sais qu'il y a des distractions comme les fameux Teams, les courriels et tout ça, mais prenez ce moment-là pour mettre ça de côté, puis soyez avec nous. On va avoir plusieurs questions à vous poser, puis allez chercher le maximum. Je vous invite à profiter de ce moment comme une petite vacance en même temps de votre quotidien, puis d'être avec nous pleinement. Donc, je sais que c'est facile à dire et difficile à appliquer, mais je vous invite sincèrement à le faire le plus possible. Alors, sans plus tarder, ben, on va plonger dans le vif du sujet. Donc, réimaginer l'avenir du travail. On le sait tous que la pandémie, puis j'ai envie de dire la fin de la pandémie, mais la pandémie a beaucoup heurté, a beaucoup fait en sorte qu'on a eu à se challenger, à se poser des questions sur comment je travaille, où est-ce que je travaille, est-ce que j'ai du sens à mon travail. Donc, on a développé des mécanismes donc, de flexibilité plus individuels, évidemment, et bien, nécessairement, ça a forcé tous les individus à penser différemment sur les lieux de travail. Donc, on a changé nos attentes par rapport aux lieux, mais aussi au niveau du travail. Donc, il y a plusieurs organisations où est-ce que ce n'était pas possible de faire du télétravail et tout d'un coup, on a été tous obligés ou presque. Évidemment, il y a des milieux où est-ce que le travail sur place se fait encore et que ça apporte son lot de défis. Mais globalement, la pandémie, on va pousser les gens à faire des réflexions. À chaque fois qu'il y a des crises, les gens vont faire des réflexions individuelles, vont se questionner pour trouver leur point d'ancrage. Donc, très normal ce qui se passe actuellement au niveau de rechercher cette flexibilité que le télétravail nous a permis. Donc, on n'a pas à diminuer notre charge de travail, mais on travaille différemment. Donc, ça nous permet d'avoir des fois des petits moments qu'on n'avait pas nécessairement quand on était 100% au bureau. Alors, il y a eu une grande réflexion qui s'est faite, même peut-être vous-même, vous avez fait cette réflexion individuelle sur votre milieu de travail, puis comment ce retour-là va avoir l'air. Puis, pas de grande surprise de dire que puis je suis confrontée, je travaille beaucoup, beaucoup avec des gestionnaires actuellement, des organisations. Puis, un phénomène très intéressant qui a émergé à travers tout ça. Les gens, première question maintenant qu'ils posent souvent en entrevue, c'est est-ce qu'il va y avoir de la flexibilité dans mon travail? Est-ce que je vais pouvoir avoir la possibilité de faire du télétravail quand le poste le permet? Donc, on voit qu'il y a quand même un mouvement de personnel. Totalement normal, encore une fois, qu'il y ait un mouvement de personnel. Un, on est en pénurie de main-d'œuvre, mais deux, une grande réflexion qui s'est faite à travers le temps. Donc, on peut voir que 45% des gens quitteraient leur emploi ou commenceraient immédiatement une recherche d'emploi s'ils étaient forcés à retourner à 100% au bureau. Donc, ça, c'est une statistique qui est quand même assez frappante, assez marquante. Puis, la deuxième statistique que je vous invite à regarder, c'est pour nombreuses personnes, la flexibilité l'emporte davantage sur le salaire. Donc, on le voit de plus en plus que le salaire, il y a des gens qui vont être prêts à prendre une diminution de salaire ou maintenir leur salaire au nom de la flexibilité. Alors, ça, c'est des points très importants à regarder en se disant, quand on regarde, quand on veut organiser notre travail, le futur de notre travail, la flexibilité est quand même quelque chose à ne pas négliger, surtout en recrutement, mais même en rétention. Alors, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui me parlent de comment je garde mes gens mobilisés, comment je fidélise. J'utilise moins le terme rétention parce que j'aime moins retenir et plutôt créer un environnement où est-ce que les gens vont se sentir bien et à l'aise et vont vouloir rester. Mais c'est des statistiques qui sont très marquantes pour moi et sûrement pour vous, pour se dire que la flexibilité va devenir un point hyper important dans nos milieux de travail, surtout quand on est en compétition avec toutes sortes d'autres industries, toutes sortes d'autres professions. Alors, à ce sujet, j'ai envie de vous poser une petite question. Alors, il va y avoir un sondage qui va apparaître à votre écran. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus manqué depuis le 2019 et qui, selon vous, devrait revenir? Est-ce que c'est l'esprit de communauté du bureau? Est-ce que c'est la collaboration en personne?
les rencontres sociales, professionnelles ou autres. Puis si c'est autre, ben, je vous invite à le mettre dans le QAR que vous pouvez aller répondre à quelque chose. Donc, très curieuse de voir c'est quoi les autres. Alors, on va laisser quelques secondes. Vous répondez vite, vite, vite. Je vois ça. On est déjà rendu à 70 %. Alors, on va dévoiler dans quelques secondes le résultat. Alors, notre cher collègue va pouvoir partager les résultats. Donc, on est à 37 % les rencontres sociales professionnelles, exemple les dîners, les 5 à 7. Ensuite, l'esprit de communauté du bureau, suivi par la collaboration en personne. Donc, je suis très curieuse, c'est quoi les autres? Il y a quand même 6 % je serais curieuse. Donc, n'hésitez pas à utiliser le QAR pour juste m'indiquer c'est quoi le autre. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu. Alors, j'ai envie de faire un commentaire. C'est sûr que le lieu de travail va avoir changé un peu sa nature à travers les 2 dernières années, mais ça reste que fondamentalement, il est important d'avoir des rencontres sociales, la connexion interhumaine, la confiance que ça va créer aussi. Puis on le sait, c'est possible en mode virtuel. Et puis, je vais vous faire un clin d'œil. Il n'y a rien de mieux que le 3D versus le 2D. Donc, il y a des films qui se font en 2D, puis il y a des films qui se font en 3D. Et pourquoi pas bénéficier quand on veut développer la confiance, quand on veut, si on est nouveau ou nouvelle dans une organisation, aller optimiser notre expérience en ayant du 3D. Alors, c'est ma nouvelle expression. Je demande aux gens, est-ce que vous voulez faire une rencontre en 2D ou en 3D? Ça fait sourire, mais ça frappe l'imaginaire. Ou est-ce que, oui, l'écran peut compenser pour beaucoup, mais il reste que d'avoir un point d'ancrage, un lieu, et donc l'esprit de communauté du bureau, donc de se croiser de manière informelle, pas regarder nécessairement dans l'agenda puis voir que la personne va bien, va moins bien, peu importe. Donc, cet esprit de communauté va vouloir rester. Puis là, je vois qu'il y a des commentaires. Bon, alors, il y en a certains qui n'ont pas été en télétravail, donc c'est sûr que ça leur manque. Le café Nespresso pour certains, la créativité en personne et les conversations de corridor. Certaines personnes disaient même de toucher un produit. Donc, merci d'avoir répondu pour le autre. J'étais bien, bien, bien curieuse. Je vais vous poser une deuxième question. Je me permets, bien que dans les bonnes pratiques, on ne vous bombarde pas de questions. Hein. Mais la deuxième question, que souhaitez-vous voir disparaître? Est-ce que c'est justement dans un retour? Donc, je sais qu'il y en a certains qui ne vivent pas le mode hybride ou qui n'ont pas eu la chance de faire du télétravail. Mais est-ce que c'est le trajet entre le domicile et le bureau? Est-ce que c'est le coût du carburant? On le sait, n'arrête pas de monter. Les défis liés à l'équilibre, le travail vie personnelle ou autre. Encore une fois, si vous répondez autre, très curieuse de savoir c'est quoi votre autre. Donc, on va laisser encore quelques secondes pour répondre. Parfait. Donc, on va dévoiler les résultats. Alors, on voit que 49 % c'est le trajet entre le domicile et le bureau, le temps. Donc, on voit qu'au nom de la flexibilité, le temps est devenu quelque chose de très précieux. Je vois ça énormément. Alors, quand on va vouloir aller au bureau et qu'on sait que ça va nous gober du temps, bien, il faut que ça vaille la peine. C'est ça que je dis souvent aux gens par rapport au mode hybride, par rapport à retourner sur des lieux de travail, au-delà de l'interaction sociale. Il faut qu'on ressente un bénéfice parce que, comme vous l'avez mentionné pour la plupart, le temps est une chose très précieuse et il ne faut pas le négliger. Et les défis à l'équilibre travail-vie personnelle. Alors, on a vu que dans certains cas, ça nous a simplifié la vie, ça nous a aidé à faire un petit lavage ici, à préparer peut-être notre souper ou quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on faisait ça, on travaillait moins fort. Donc, le clin d'œil, c'est évidemment l'équilibre travail-vie personnelle. Et d'où l'importance de la flexibilité, peu importe le modèle qu'on va aller chercher. Donc, même si vous n'êtes pas en télétravail, je vous invite à réfléchir, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir de la flexibilité dans notre travail, dans comment on fonctionne, comment on réfléchit? Alors, je vais, pour la deuxième partie, vous inviter à justement voir avec Marie-Josée un peu plus au niveau de cette flexibilité, au niveau de ce travail hybride. Alors, Marie-Josée, je te cède la parole.
Marie-Josée, on t'entend pas. C'est la fameuse ligne La en passant. fameuse phrase. On l'a Moi, dans mon équipe, quand les gens sont sur mute, puis je vous fais le clin d'œil, je dis qu'il me doit soit de la pizza, soit un verre de vin ou soit un café. Et je vous jure qu'après ça, après 2 ou 3 fois qu'ils me doivent beaucoup de choses, on arrête le mute. Donc, je te laisse la parole, Marie-Josée. C'est bon, Jen, je t'offre même un verre de champagne si tu veux, on ira fêter ça après. Donc, on va parler évidemment là, du travail hybride et qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité. J'ai tout le temps une envie de faire une blague parce que peut-être, savez-vous, j'ai travaillé 10 ans au Cirque du Soleil, donc la flexibilité, je connais bien ça en tant que professeur de yoga aussi. Mais si on parle plus précisément là, du terme hybride, c'est bien de savoir que ce terme-là n'était pas nécessairement très utilisé avant la pandémie. On parlait du travail flexible, du travail mobile, du travail agile ou du travail plus intelligent. Donc maintenant, on parle du travail hybride et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est important de se rappeler que ça veut toujours dire quelque chose de différent pour les êtres humains, pour différentes organisations. Donc, on n'aura pas une réponse unique de ce qu'on entend par le mot hybride. Et ça va être la même chose pour la flexibilité selon où vous êtes dans votre vie, à quel stade vous êtes dans votre vie, ça ne voudra pas dire la même chose. Donc, rentrons un peu plus précisément dans ce que ça veut dire le mode hybride. Donc, évidemment, avant, de manière traditionnelle, on se rendrait dans un bureau en personne, on était tous ensemble dans le même endroit physique. Si on regarde complètement à l'autre opposé, pendant les 2 dernières années, plusieurs d'entre nous, je vois dans le chat tantôt que c'est pas tout le monde qui a vécu ça, mais plusieurs d'entre nous, on a travaillé à distance, on était en télétravail, on l'a été par moment tout le temps. Mais quand on dit le travail à distance, on parle du fait qu'on peut être en télétravail pour certains tout le temps. Justement, hier, j'étais à la conférence Running Remote à Montréal. C'est une conférence, il y avait des gens de partout à travers le monde. Et puis, on voyait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont choisi de développer des nouvelles entreprises entièrement en ligne et parfois même de manière distribuée partout à travers le monde. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'on connaissait moins avant. Donc, on parle ici de travail virtuel, travail à domicile, où il y en a même qui s'appellent des nomades numériques. Certains vivent dans leur van, puis il y a toutes sortes d'autres façons de travailler maintenant. Donc, quand on parle du mode de travail, on parle de l'emplacement où une personne effectue son travail. Donc, quand on rentre dans le mode hybride, on parle d'une combinaison entre un travail qui était fait plus au bureau et un travail qui est fait à distance. Et on peut aussi, comme on l'a dit tantôt, parler de travail flexible, de travail intelligent. Ou de travail basé sur l'activité. Parce qu'effectivement, si vous êtes en train d'usiner des produits, bien peut-être que vous ne serez pas souvent en télétravail si vous devez mettre la main à la pâte. On va regarder quelques avantages de la flexibilité. Donc, la formule hybride, on peut voir là en février 2022, les dernières recherches sur les modèles hybrides ont révélé qu'une personne qui effectuait un travail à distance était 22% plus heureuse en général qu'une personne là, qui travaillait seulement au bureau. On peut voir aussi que ce contexte-là aide à garder les gens à l'emploi. Ça fait en sorte que les gens vont souvent avoir envie de continuer de travailler pour vous. Ensuite, la deuxième statistique, 88% des gens ont déclaré que la flexibilité au travail avait augmenté leur satisfaction professionnelle. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et 56% des personnes sondées ont signalé une amélioration de leur santé mentale attribuable à la flexibilité au travail. Donc, toutes des choses importantes à se rappeler. Les gens maintenant qui ont goûté à cette situation-là ont envie d'avoir plus de contrôle sur leur temps, sur à quel moment ils vont au travail. Et puis ça, c'est vraiment important de toujours se rappeler que c'est individuel et que ça va dépendre des réalités personnelles puis professionnelles des gens. Et aussi de se rappeler que le travail hybride, donc cette idée-là d'être flexible entre les deux, bien, ça pourrait remédier au sentiment d'isolement que certains ont peut-être pu vivre là, quand on était dans un travail à distance qui était pur. Et on se rappelle que c'est pas fait pour tout le monde, le travail pur à distance. Il y a aussi cette notion-là de confiance à laquelle on va revenir à quelques moments. Donc, voici pour ça, on va enchaîner avec une autre question. Donc, je vous lis la question puis on va vous inviter à y répondre dans quelques secondes. Donc, comment vous voyez l'évolution du travail hybride dans votre organisation?
Euh, donc, nous, on n'a pas de formule hybride, là, tout le monde dans l'organisation, euh, donc tout le monde est de retour au bureau. B, on a défini notre environnement de travail comme étant hybride, mais les jours de travail au bureau et à distance sont prédéfinis. C, on a un environnement de travail hybride assez flexible, puis on peut choisir quand on vient au bureau et quand on fait du travail en distance. Et D, on a une flexibilité totale. Donc, à quoi ça ressemble? Là, je vois que la majorité des gens, pour l'instant, ont une flexibilité assez relative, on va dire, avec C étant la réponse qui semble la plus en plus grand pourcentage, on va dire ça comme ça. Suivi après ça de B, donc on voit qu'il y a des gens qui ont des jours prédéfinis où est-ce qu'ils doivent revenir au bureau. On a quelques personnes qui ont une flexibilité totale, puis vraiment peu là, qui n'ont pas de formule hybride. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, merci pour ça. On va maintenant poursuivre et on va aller voir là, c'est quoi les désavantages. Parce que quand on a une forme hybride, mais qui n'est pas flexible, il y a quand même certains désavantages. Je vous donne juste des exemples pour être clair. Ça voudrait dire que, par exemple, vous avez un environnement hybride, mais votre employeur vous impose la présence au bureau du lundi au jeudi, par exemple. Mais vous pourriez travailler à distance le vendredi et pour certains, des fois, il faudrait demander même l'approbation d'un responsable ou de votre superviseur ou votre gestionnaire. Un autre exemple, si vous avez un environnement de travail qui est hybride, mais les gestionnaires doivent approuver les jours pendant lesquels vous travaillez à distance, et puis la direction estime que la collaboration et la productivité, sinon, en souffrent. Donc ça, il faut faire attention parce que quand on a un modèle qui, oui, est hybride, mais qui a très peu de flexibilité, il faut faire attention au message que ça envoie à notre équipe. On pourrait penser que c'est comme si on ne leur faisait pas confiance. Ou comme s'il n'était pas assez collaboratif. Donc, une autre chose, Dr. Tom, qui travaille beaucoup avec Dr. Laura à Work Evolution, aime bien mentionner qu'un leader là, qui ne donnerait pas, par exemple, beaucoup de préavis, puis tout à coup exigerait, OK, demain ou dans 2 jours, tout le monde doit être présent, on a une réunion ensemble, j'exige que tout le monde soit présent. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment venir dans le fond, défaire les élans ou la pensée que l'on a d'être flexible. Puis, ça pourrait aussi rajouter une rigidité qui donnerait l'impression d'une pression culturelle. Donc, on dit qu'on est flexible, mais en même temps, dans les actions concrètes des gestionnaires ou des employés, on sent que si on n'est pas là, il y a comme une pression qui est informelle, qui est non dite. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Après ça aussi, toujours de savoir que ces politiques-là doivent être revues. Donc, ça aussi, ça va être un signe de flexibilité. C'est-à-dire, on choisit quelque chose, on le teste, puis après ça, il faut que ça soit revu en fonction des façons de travailler. Est-ce que ça fonctionne bien, oui ou non? Donc, même dans notre modèle, dans les choix qu'on prend, faut se rendre compte qu'il va falloir souvent y revenir et revoir nos façons de faire. Donc, le travail hybride, s'il est bien exécuté, mais ça offre le meilleur des deux mondes. Donc, un peu de travail à distance, un peu de travail au bureau, un équilibre entre les deux, c'est extraordinaire. Mais il faut faire attention parce que si c'est mal exécuté, mais le travail hybride pourrait aussi être le pire des deux mondes. Et là, ça pourrait faire en sorte qu'une organisation pourrait décider de ramener tout le monde au bureau de force. Donc, ça ferait un peu comme un effet boomerang. Et ça, on va vous donner quelques exemples à l'instant. Donc, quand ça va mal, on pourrait avoir la tendance de blâmer ça. Ah, c'est à cause du côté hybride. Donc, mais peut-être que c'est l'idée que ça n'a pas été bien organisé, bien structuré qui est le problème. Et c'est pas le côté hybride qui est le problème. Comprenez-vous la nuance? Donc, par exemple, moi, je pourrais dire que le meilleur, c'est de tirer les deux aspects, le meilleur des deux aspects. Donc, quand on vient au bureau, on y vient pour la collaboration, pour la connexion, pour la communauté. Puis quand on travaille à distance, c'est parce qu'on a besoin de se concentrer, on a besoin d'économiser du temps de déplacement. Donc, gardons ça en tête. Je vous partage là quelques erreurs. Il y en a une qui date d'un certain temps. C'est une erreur que Yahoo avait faite, qui ont justement vécu l'effet boomerang. Puis ce qui est particulier avec ça, c'est que dans le fond, cette annonce-là, donc ça date de 2013. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer à l'époque,
Mais en 2013, Yahoo avait décidé de rappeler tout le monde à temps plein au bureau. Il y avait l'impression qu'ils perdaient leur culture avec le mode hybride. Et malheureusement, ce qu'on voit, tu sais, où est Yahoo aujourd'hui? On peut pas dire que c'est une compagnie qui a énormément évolué. Donc, c'est intéressant de garder ça en tête. Et Dr. Laura, qui avait parti Work Evolution, eh bien, c'est un peu ça qui lui a donné l'élan de commencer à étudier ça. Après avoir vu cette statistique-là, ben, ils se sont dit, hey, je pense qu'on devrait approfondir un peu qu'est-ce qui se passe derrière ça. Ils ont choisi d'aller étudier le mode hybride déjà depuis 2013. Donc, il faut faire attention aux messages qu'on envoie au personnel. Si on décide que le travail hybride ne fonctionne pas puis que tout le monde revient au bureau tout à coup, mais comme on disait tantôt, ça pourrait être perçu comme un manque de confiance, ça pourrait être perçu par on n'a pas bien su collaborer. Alors qu'en fait, quand on regarde ce qui est dit dans les recherches, mais c'est que peut-être qu'on avait des bons éléments en place, peut-être qu'on a pensé, on a une bonne technologie, ça va marcher, on a des bonnes installations. Mais si la stratégie n'a pas été bien mise en œuvre auprès des personnes, bien, ça fait que les humains à travers ça n'ont pas su s'adapter et n'ont pas su comme embrasser, si on peut dire, la culture que ça prend pour être capable de bien vivre dans un mode hybride avec des gens qui sont parfois à distance, qui sont parfois, quand on a des compagnies à l'international, vraiment de manière comme distribuée. Donc ça, il faut garder ça en tête dans nos modèles. Puis, il faut voir aussi que mais c'est ça, c'est la culture, c'est l'ADN qu'on doit travailler. Et ça, on le fait pas juste en claquant des doigts. C'est quelque chose qui prend du temps, qui doit vraiment se travailler. Puis on doit s'assurer qu'on a les bonnes personnes autour de la table pour être capable d'avoir un mode qui est hybride ou en tout cas qui est éventuellement peut-être de plus en plus à distance. On va venir voir là, les différentes cultures de travail. Puis il y en a deux qui sont vraiment opposées. Puis évidemment, bien, après ça, la majorité de nos compagnies se retrouvent quelque part à travers ces deux extrêmes-là. Donc, d'un côté, on peut voir qu'il y a une culture qui est vraiment dans le contrôle, où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, on demande aux gens d'être présents et parfois, dans ce côté-là, de la ligne, bien, des fois, c'est basé sur la peur. Donc, on exige le retour au bureau parce que les gens ont besoin de voir leur monde pour avoir l'impression qu'ils travaillent. Et ça, parfois, bien, on l'exige sans vraiment tenir compte des besoins des gens. Et ça peut faire mal à l'entreprise parce que ça ne marchera pas pendant très, très longtemps, selon ce que disent les statistiques. Et puis, l'autre danger aussi, c'est qu'on décide une chose, puis là, on n'y touche plus, on n'évalue pas comment ça va, on ne s'adapte pas, puis on décide, bon, on a décidé ça, that's it, ça ne bouge plus. Donc, dans un contexte comme celui-ci, qui est nouveau, où on ne sait pas, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre, on doit chacune s'adapter à cette nouvelle réalité-là. C'est important de garder en tête quand on parle de flexibilité, qu'on parle aussi de cette importance-là de réévaluer les choses au fur et à mesure. Donc, si on vient voir de l'autre côté, la véritable flexibilité, en fait, c'est qu'il faut être orienté sur les résultats. Quand on a des paramètres qui viennent dicter à nos employés ce qu'on s'attend qu'ils fassent et comment on s'attend qu'ils performent, on est en train d'avoir des paramètres qui viennent nous guider à vérifier si ça fonctionne bien, nos méthodes de travail. Et ça, bien, on le base sur la confiance. Puis ça, c'est vraiment important, la confiance dans une entreprise. Et ça fait partie de la culture d'entreprise. On tient compte aussi des besoins de l'entreprise, mais aussi des besoins des humains qui constituent cette entreprise-là. Donc, c'est important de prendre soin des besoins qui peuvent être des fois très individuels, d'où l'importance de la flexibilité. Et puis ensuite, bien, de toujours se rappeler qu'il faut analyser, réévaluer ces choses-là pour faire en sorte qu'on prend compte de l'état des choses puis qu'on s'assure de bien comprendre où est-ce qu'on en est que ça évolue comme on le souhaite, puis est-ce que les gens, justement, évoluent comme on le souhaiterait. Donc, c'est important d'analyser notre culture d'entreprise, puis de réaliser, est-ce qu'on a les bases? Est-ce qu'on a les bases en place pour qu'on soit capable de réussir ces transitions-là? Puis quand on veut aller vers une vraie flexibilité, bien, ça prend un engagement. Ça prend un engagement à toujours évaluer ce qu'on a choisi, puis de le revoir aux besoins, et puis d'être capable que les mesures qu'on met en place, bien aussi, ça fait partie là, de l'ambiance qui règne. Puis il faut garder en tête que les messages implicites qu'on envoie sont tout aussi importants, puis il faut s'assurer que tout ça soit toujours cohérent. Donc, je poursuis. On va maintenant venir voir
On a parlé un peu, donc, qu'est-ce que c'est le travail hybride? Maintenant, on va venir voir qu'est-ce que ça veut dire euh, la flexibilité au sein d'un cadre défini, puis on va venir voir comment on peut mettre ça en place. Une chose qui est importante à considérer, c'est comment éviter les pièges potentiels, puis vraiment s'assurer qu'on tire profit des avantages du travail hybride. Donc, un de ces éléments-là, on vous en parle, c'est vraiment le cœur de ce webinaire-ci, c'est la flexibilité. Mais la flexibilité, attention, au sein d'un cadre défini. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une autonomie qui est complète, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, mais c'est plutôt comme si on dessinait un carré de sable à l'intérieur duquel on invite les gens à faire preuve de flexibilité ou en tout cas à être capable de bouger en fonction de leurs besoins qui sont importants pour eux. Et on va voir que c'est important aussi de tenir compte du nous. Donc, dans un mode de travail hybride, on veut qu'il y ait un équilibre entre l'individu, ce que la personne a besoin, mais aussi ce que l'ensemble des gens ont besoin. Et à l'intérieur de ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut être flexible et faire en sorte qu'on reste des humains puis qu'on s'adapte à la réalité. Donc, venons explorer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le moi. Donc, comme individu. Puis je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez des préférences? Donc, quel aspect du travail à distance aimeriez-vous conserver? Posez-vous ces questions-là, mais peut-être invitez aussi les gens de votre équipe à se poser cette question-là, qu'ils soient eux aussi capables d'avoir une réflexion puis de comprendre ce qui est important pour eux. Ensuite, comment est-ce que vous aimeriez passer du temps au bureau? C'est quoi les tâches que vous aimeriez faire au bureau et quelles sont les tâches que vous aimeriez faire à domicile? Je vous ai donné des exemples tantôt. Moi, quand je vais au bureau, j'ai besoin de sentir que je vais connecter avec des gens, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne va pas juste prendre notre laptop, venir s'asseoir dans une place puis faire des choses par nous-mêmes qu'on aurait pu faire chez nous de manière plus efficace. Donc, justement, quelles sont les tâches que vous préférez faire à domicile? Donc ça, réfléchissez à ça individuellement, invitez vos équipes à le faire pour qu'après ça, on soit capable de se faire un scénario de travail hybride qui va être idéal pour vous. Puis on va venir voir après ça comment on peut faire en sorte que ce scénario-là aussi respecte les besoins de l'entreprise et du travail au bureau ensemble avec le nous. Donc, juste pour voir, d'un côté, on a justement le travail à distance, puis il faut se rappeler qu'il y a certaines personnes qui, eux, peuvent travailler à distance en tout temps. C'est pas beaucoup de personnes qui ont ces capacités-là, mais apparemment, ça serait autour d'un 10% des gens qui pourraient travailler à distance tout le temps. On a d'autres personnes qui, eux, aimeraient mieux travailler au bureau tout le temps, pour différentes raisons. Peut-être que chez eux, ils n'ont pas un environnement qui leur permet d'avoir de la tranquillité. Peut-être qu'ils ont vraiment besoin d'interaction sociale tout le temps. Peut-être que c'est la nature de leur travail aussi qui fait en sorte qu'ils ont besoin d'être là avec des équipements particuliers. Et puis, il y a des gens, puis c'est la plupart des gens, qui aiment mieux et qui préfèrent cette formule-là hybride qui est quelque part entre les deux. Et là, on va vous poser une petite question. Donc, quel est votre style de travail préféré? Est-ce que vous travaillez mieux à distance à temps plein? Est-ce que vous travaillez mieux en partageant votre temps au bureau et à distance? Ou bien est-ce que vous travaillez mieux au bureau à temps plein? Ah, c'est très intéressant. Donc là, on peut voir que déjà, là, avec les sondages qui rentrent, la tendance semble aller dans la direction que les gens préfèrent effectivement en partageant leur temps au bureau et à distance. Donc ça semble vraiment avec pour l'instant, 56% des gens qui préfèrent ça. Et puis ensuite, on peut voir que il y a quand même un grand pourcentage de gens qui travaillent très bien à distance, à temps plein, puis qui aiment beaucoup ça. Donc 37%, c'est quand même assez élevé. Alors que nos statistiques là, nous disaient un 10%, on pourrait reconsidérer ça. C'est des statistiques qui vont peut-être aussi évoluer avec le temps. On peut bien faire dire ce qu'on veut aux chiffres. On parlait de ça tantôt, hein, Jen? Donc, on va maintenant parler des billets, OK? Parce que si nous, là, on est convaincus, par exemple, comme certains, là, le 37%, qu'on travaille vraiment mieux puis qu'on est plus efficace quand on est à distance, bien, on pourrait avoir un biais de similarité, c'est-à-dire de penser que, bien, parce que c'est vrai pour moi, ça va être vrai pour les gens de mon équipe, évidemment. Donc, il faut juste faire attention à ça, surtout si on est dans un poste de direction, si on est dans un poste de leadership. Mais il faut faire attention que c'est pas tout le monde qui va nécessairement partager notre préférence. Donc, si par exemple une personne est impatiente de retourner au bureau, bien,
il faut vraiment se rendre compte que des gens peuvent préférer un autre mode, puis que les opinions, les croyances des autres peuvent donc être mal perçues, puis ça pourrait entraîner là, un manque de compréhension. Donc, rappelez-vous tout le temps, on est tous différents, on est des individus uniques, puis c'est important de garder ça en tête, et surtout si vous êtes gestionnaire. Donc, soyez vraiment alerte, regardez-vous aller, comme j'aime dire, parce que des fois, sans s'en rendre compte, on a des comportements, puis on va penser que, ben oui, c'est bon pour moi, ça va être bon pour tout le monde. Donc, autant ça peut être vrai pour ceux qui préfèrent, par exemple, le travail à distance, mais il y a un autre aussi biais, c'est le biais de la proximité. C'est-à-dire que on pourrait penser des fois que les personnes sont plus productives au bureau. On a l'impression que si on les voit, eh bien, les personnes sont nécessairement plus efficaces. Et on a vu dans les statistiques que typiquement, les décisions de promotion ou d'embauche pourraient ou sont malheureusement prises par des gestionnaires sur la familiarité qui s'installe. Donc, je connais bien quelqu'un, je l'apprécie, et puis, ben, cette personne-là, naturellement, va plus être enclin à lui donner une promotion. Et ça fait en sorte que les décisions là, sont plus fondées sur le biais de la proximité qu'on a avec ces personnes-là que sur les connaissances de cette personne-là ou sur vraiment les données précises de productivité. Donc, toujours garder ça en tête parce que c'est un raccourci mental. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais c'est important d'y faire attention et d'en être conscient. Donc, par exemple, quand on fait l'évaluation de nos employés ou bien quand on offre sur place des projets ou des affectations. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Même hier, j'entendais justement dans la conférence des gens dire, par exemple, des gens qui préfèrent le travail à distance, qui vont pas nécessairement avoir envie de se mêler à des fêtes, mais si tout à coup vous arrêtez de les inviter, mais là, ils vont être hyper offusqués parce qu'ils se sont sentis comme mis à l'écart, alors que volontairement, eux vont souvent choisir de ne pas y aller. Donc, quand même, de rester inclusif dans notre façon et de toujours porter une petite attention pour ce biais-là de la proximité. Donc, on poursuit. Le nous maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on ne travaille pas seul, à moins que vous ayez votre propre petite entreprise. Donc, on fait généralement partie d'une organisation, d'une équipe. Et c'est important, oui, de bien connaître ce qui fonctionne pour nous, mais d'être capable de le mettre en relation puis en rapport avec ce qui fonctionne le mieux pour le nous, pour l'équipe. Et ça, on va voir qu'on va le découvrir en s'en parlant, en communiquant, en établissant ensemble certaines normes peut-être. Donc, voyons voir, il y a des choses desquelles on s'est ennuyé. Peut-être, par exemple, qu'on s'est ennuyé de l'esprit de communauté, puis des relations au bureau. Et toutes ces choses-là viennent évidemment contribuer à rendre le nous plus fort. L'isolement, on le sait, ça n'a pas été bon pour tout le monde. Et comment on peut arriver vers un équilibre pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, être à notre meilleur dans notre contexte de travail. Donc, on va explorer quelques notions du nous. Donc, le nous, dans le fond, c'est d'explorer les préférences. Si vous avez fait l'exercice pour vous-même, vous avez fait la même chose avec votre équipe, après ça, vous allez être capable de mettre ça en commun, puis de voir les besoins, les préférences du gestionnaire, de l'équipe, de la clientèle. Une fois qu'on va connaître tout ça, on va être capable d'avoir une discussion pour voir qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça. Puis rappelez-vous, si vous êtes leader, si vous êtes gestionnaire, bien, n'oubliez pas que vous pouvez agir aussi à titre de représentant du bien-être des employés. Puis faire en sorte que vous soyez capable, oui, de suivre les politiques puis les chartes établies, mais peut-être d'être capable aussi de nommer quand ces chartes-là deviennent obsolètes et qu'on a besoin de les revoir. Donc, assurez-vous de vous concentrer sur la valeur qui est partagée dans le travail hybride entre les collègues. Donc, par exemple, la culture de travail puis la collaboration en personne. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises de l'avant et qui peuvent inciter, revenez au bureau cette journée-ci parce qu'on va faire un travail collaboratif, on va vraiment prendre le temps de se parler et de connecter ensemble. Donc, pour le nous, c'est important de se concentrer aussi sur les avantages, de voir et de déplacer notre attention volontairement sur les avantages du travail hybride puis ce qui va pouvoir bien fonctionner. Donc, d'être capable de vraiment s'assurer qu'on met tout ça ensemble.
Les relations personnelles et le temps passé avec les autres. Ça fait aussi partie de ce qui bâtit le nous, en fait. Et d'être capable de prendre du temps pour écouter les gens et comprendre de quoi ils ont besoin. Et c'est difficile des fois quand on est en position de gestion de prendre un véritable temps d'écoute. On est pressé, la vie va vite. Mais c'est tellement un beau cadeau que vous faites à vous, à votre équipe, parce que peut-être que cette écoute-là va faire en sorte que les gens vont avoir envie de rester, continuer de travailler avec vous parce qu'ils vont se sentir compris, puis ils vont sentir que vous avez cette flexibilité-là pour adapter les choses au fur et à mesure que ça bouge. Donc, assurez-vous aussi que les rôles des autres personnes avec qui vous travaillez, que c'est clair. Donc, c'est important qu'on modélise les rôles, qu'on sache qui fait quoi, et puis qu'on soit vraiment là à l'affût et que dans ce travail-là qui évolue, on soit tout le temps en train de revoir comment est-ce qu'on répartit les rôles, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on collabore et qu'on travaille ensemble, toujours d'une manière qui s'améliore et qui continue de progresser. Et puis, évidemment, ben, dans le nous, il y a le succès de l'équipe, il y a le succès des gens qu'on soutient. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas juste considérer moi dans l'équation, mais d'être capable de considérer aussi ce qui vient avoir un impact sur l'ensemble des gens, puis d'établir les attentes, d'être capable, si par exemple, vous avez discuté avec votre monde, vous avez pris le temps de les écouter, bien après ça, construisez une genre de charte, quelque chose, des stratégies de mise en œuvre pour faire en sorte là, que vous ayez un outil de référence. Quelque chose auquel vous allez pouvoir vous référer si à un moment donné ça glisse, puis on sent que les gens ne respectent plus le cadre, par exemple, et partent un peu dans différentes libertés un peu trop expressives. Donc, c'est important à ce moment-là de pouvoir revenir aux normes. Je vais vous en parler un petit peu plus parce que typiquement, les normes, c'est des choses qu'on vient mettre en place qui vont venir dicter comment on souhaite interagir ensemble. C'est quoi les modes de comportement qu'on va avoir? Donc, c'est vraiment comme des lignes directrices avec de la fluidité à travers ça, dans le sens qu'on ne veut pas créer des règles qui sont rigides et permanentes. On veut se donner un cadre qu'on pourra élargir, bouger selon comment ça va se passer, puis le succès qu'on va avoir avec tout ça. Donc, il faut se rappeler que ça vient dicter les modèles d'interaction. Il faut se rappeler aussi que ça va changer en fonction des circonstances qui sont quotidiennes. Puis ça, c'est important de garder cette souplesse-là si quelqu'un vit un enjeu particulier, qu'on soit capable d'avoir à l'intérieur de notre cadre quand même une flexibilité. Ensuite de ça va consigner là, dans une charte d'équipe toutes les normes pour, par exemple, les réunions. Et une des choses là, qu'on cherche le plus en ce moment, c'est le temps. Et puis, si ce n'est pas déjà fait dans vos organisations, là, une des bonnes pratiques, hein, on en parle beaucoup dans les différentes rencontres qu'on fait avec nos équipes, Jen, c'est de s'assurer que quand on a une réunion qui est complète, qui prend 1 heure entière, on s'assure de toujours terminer 5 ou 10 minutes avant. Ce qui permet aux gens là, de respirer, de prendre un peu d'espace. Et aussi, quand on est dans une réalité hybride, on a peut-être quelqu'un qui est au bureau, qui doit changer de salle. Et ça prend un 5-10 minutes pour aller se reconnecter ailleurs, dans une autre rencontre peut-être. Donc ça, c'est vraiment une petite chose, un exemple de norme, mais qui va venir améliorer grandement vos réunions. Peut-être aussi qu'on en fait trop. Peut-être on a peut-être la réunionnite aiguë dans notre compagnie, il faut les diminuer. Discutez-en avec votre monde. Assurez-vous que tout ce que vous faites a un sens et cohérent. Et quand vous faites des événements, bien, c'est des événements qui viennent ajouter de la valeur et non pas de la lourdeur. Donc, assurez-vous de faire en sorte aussi que vous les communiquez bien et que vos réseaux de communication sont très clairs. Est-ce que c'est sur Teams que vous allez communiquer? Est-ce que vous envoyez des courriels à vos équipes? Vous avez choisi de centraliser le tout sur Teams ou sur Slack, par exemple. Et vous êtes très clair sur la façon dont vous utilisez les différents channels, j'ai juste channel dans la tête, mais canaux de communication. Donc, assurez-vous d'établir des normes. Puis des normes qui viennent vraiment améliorer la collaboration, l'inclusion, et puis le bien-être. Et ça, c'est pas juste vous qui le déterminez, c'est vous avec votre équipe. Donc ça, c'est vraiment super important qu'on garde ça en tête.
Une dernière petite chose à garder en tête, c'est que les normes d'équipe sont vraiment importantes parce que si on le fait pas, si on le met pas en place, eh bien, ça va se passer pareil, mais ça sera pas des normes qui vont être intentionnelles. Elles vont se créer comme un peu par elles-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer des normes de façon intentionnelle pour qu'elles soient productives, inclusives, réfléchies, que vous y ayez vraiment, tu sais, pensé pour que ça ait du sens pour tous. Puis une fois ces règles-là établies, elles vont être difficiles à changer. Bien qu'on le sait, il va falloir les garder et continuer de les faire évoluer. Mais s'il y a une règle qui est venue se glisser de manière informelle, puis que tout le monde a pris l'habitude d'avoir un tel ou tel comportement, puis que ça n'avait pas été entendu, eh bien, ça se pourrait que ça soit difficile de le transformer ensuite. Donc, je termine juste en vous parlant, moi, peut-être ma passion, c'est la créativité. Et je crois profondément qu'on a un pouvoir de réinventer la façon dont on travaille ensemble pour faire plus de place au bien-être humain. Et si par le passé, on a passé beaucoup trop de temps en surcharge, fatigué, à vivre de l'anxiété, eh bien, pourquoi pas aujourd'hui contribuer à créer un épanouissement dans notre contexte de travail, à faire en sorte qu'on soit bien, qu'on ait du succès ensemble, mais d'une façon où on n'a même pas l'impression qu'on travaille tellement qu'on a du plaisir. Donc, comment est-ce qu'on peut créer ces nouvelles façons-là pour fidéliser nos employés, faire en sorte qu'ils restent avec nous et qu'ils aient envie de continuer à se déployer puis à vraiment s'épanouir dans notre organisation. Donc, Jen, je pense que je te passe la parole. Tu vas continuer là, de nous parler des leaders, en fait, des compétences qu'ils ont besoin pour le travail hybride. Oui, donc évidemment, ben merci Marie-Josée, très intéressant. Je pourrais tellement ajouter à ça, mais Mais oui. je vais m'empêcher parce que c'est un sujet qu'il y a tellement d'éléments. Il y a eu quelques commentaires. Oui, on est conscient qu'il y a de l'iniquité ou du moins un sentiment, une perception d'iniquité qui peut être présent. Je vous encourage à mettre vos questions. D'ailleurs, ça a été très tranquille jusqu'à présent, mais je vous invite à mettre vos questions dans le Q&A. L'idée derrière, en fait, de repenser, j'adore ton appel, Marie-Josée, de repenser, de réinventer comment on travaille. En fait, on a une très belle opportunité si on ne met pas quelques normes, et on n'a pas un dialogue qui s'ouvre, bien, ça va être plus difficile par la suite, mais ça va être quelque chose, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va être en évolution. Et c'est ça que je prône souvent auprès des gestionnaires, auprès des organisations, c'est de dire, laissez-vous le temps aussi de faire évoluer votre modèle. On ne l'aura pas du premier coup parfait. Il faut se laisser le temps, il faut avoir une période de transition, puis accepter qu'en claquant des doigts, ça ne sera pas parfait tout de suite et de créer un environnement de bienveillance, d'empathie pour justement que ça fonctionne. Puis, pour certaines personnes, peut-être vous avez eu un retour au bureau, bien, il va y avoir des glitches, il va y avoir des éléments qui ne vont pas bien fonctionner les premiers jours. On va oublier notre fil pour connecter notre ordinateur, plein de petits irritants. Mais au nom de la flexibilité, c'est de trouver notre juste milieu dans tout ça. Alors maintenant, on va aller du côté justement de regarder un peu plus au niveau des leaders. C'est quoi les compétences? On me pose souvent la question, c'est quoi les compétences clés du travail hybride? Et même, j'entends des gens qui me disent, ben, c'est pareil, qu'est-ce que ça va changer en fait, être un leader en travail hybride? On a été des leaders en virtuel, on a été des leaders avec des multisites, c'est-à-dire avec des gens qui étaient à travers différents bureaux. Qu'est-ce que ça va changer? Bien, ça va changer quelque chose. Mais avant de vous dévoiler qu'est-ce que ça peut changer, on a un dernier questionnaire. En fait, question 5, dans quelle mesure vos gestionnaires démontrent la capacité de gérer dans un environnement hybride? Est-ce que selon vous, on est efficace? On a encore quelques compétences à développer. Donc, je vous laisse, et évidemment, vous connaissez maintenant ma solution au autre. Si vous mettez autre, je m'attends à ce que vous répondez quelque chose dans le Q&A pour m'expliquer c'est quoi le autre. Donc, on va laisser quelques secondes. Parfait. Je vois des tendances qui commencent à se former. Donc,
Merci beaucoup. Alors, on va dévoiler les résultats. Alors, 64 des gestionnaires ont certaines des compétences requises, mais doivent encore se perfectionner, qui est pour moi quelque chose que je vois énormément. Donc, on a déjà beaucoup de compétences qu'on a développées. On a développé notamment notre agilité à travers tout ça, d'envoyer tout le monde, par exemple, si vous avez eu à être en virtuel tout d'un coup et tout ça. Et ce que ça nous fait réfléchir, c'est justement cette nouvelle frontière qu'on peut qualifier au niveau du développement. Donc, les leaders doivent avoir certaines compétences, certaines habitudes, et non, c'est pas pareil, en fait, de gérer à distance ou de gérer en hybride, pour la simple et bonne raison qu'on n'aura peut-être pas tout le monde en même temps au même lieu, ce qui va faire en sorte que certains enjeux de communication, même juste comment notre état d'esprit ne sera pas pareil. Et le plus grand défi, ça sera de justement gérer des équipes qui sont réparties à la fois au bureau et à la fois dans un environnement de travail à distance, pas nécessairement à la maison, mais à distance. Et c'est très intéressant. En fait, on a fait plusieurs études et Work Evolution, qui est maintenant partie de Humans, a fait beaucoup d'études sur les capacités de leadership hybride. Alors, 3 grandes familles: être flexible, gérer les relations et maintenir la productivité. On va se dire, bon, être flexible, on vient juste de l'adresser un peu plus, mais c'est vraiment une valeur fondamentale de trouver un équilibre. Et puis, je vais vous parler d'un outil qu'on utilise notamment pour aller voir justement c'est quoi ces capacités de leadership hybride, où est-ce qu'on se situe, un outil fort intéressant. Souvent, je vais rencontrer des gestionnaires qui vont dire, moi, je promouvois vraiment l'équilibre travail-vie personnelle. Et puis, en fait, vont envoyer des courriels le soir, la fin de semaine, quoi que ce soit. Donc, il faut avoir une cohérence aussi avec ce qu'on souhaite et ce qu'on vit. Donc, ça va être un des points les plus importants, c'est cette cohérence à travers ces capacités de leadership hybride. Et j'ai envie de vous parler justement de cet outil qu'on a développé à travers les années sur le leadership à distance, qui va mesurer au niveau des gestionnaires, tu te situes où sur ces différentes échelles que je vous ai mentionnées. Donc, ça donne un peu ce regard-là. Et ça permet notamment de se questionner, de questionner nos façons de faire, de questionner qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je fais de bien. Donc, à ce niveau-là, la personne X ici, donc on peut voir que l'établissement des relations de confiance est peut-être un peu plus basse ou un peu plus, pourrait être un peu plus travaillé. Par contre, l'accessibilité et le soutien est très fort. Donc, on va vraiment focuser sur différents éléments, mais aussi miser sur les forces des individus. Donc, c'est très important pardon, je vais aller un peu vite. C'est très important de dire que ce genre de réflexion-là est importante, de dire qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux améliorer, surtout si vous avez une équipe à gérer en mode hybride. N'oubliez pas, vous allez avoir, en fait, je vais vous dévoiler une petite surprise. Vous allez recevoir des outils pour vous aider justement à pallier à ces défis en hybride. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Et puis aussi, on a le parcours connecté qui est autant pour les employés que pour les gestionnaires, qui vous aident en 5 semaines, 7 heures gros maximum, qui vous aident à réfléchir. J'ai vu dans les commentaires notamment une question d'équité ou de perception d'équité qui était importante pour beaucoup, comment collaborer justement avec un élément de collaboration en mode hybride. Les rencontres en hybride, c'est assez spécial. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous l'avez vécu. Je serais curieuse de vous lire. C'est quand même une adaptation. Il y a une planification accrue à faire. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces différents éléments. Donc, le parcours connecté peut être une bonne solution pour vous aider à accompagner vos leaders, à vous accompagner et à accompagner vos employés à réfléchir comment aller tirer le maximum, comme Marie-Josée l'a si bien dit. Quand on est à la maison,
ou du moins en télétravail, on pourrait faire certaines activités. Puis quand on est au bureau, on pourrait choisir de faire d'autres activités. Et pour ceux qui ont eu un retour au bureau, avec l'agenda qui avait été planifié comme si on était en télétravail, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu pas mal la langue à terre parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps de transition. Alors, il y a des choses définitivement à réfléchir. Avec ce mode hybride, on va avoir à repenser à comment on organise même simplement nos agendas pour que ça fasse du sens. Et ça va prendre du temps, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui pensent qu'on va claquer des doigts puis on va avoir des beaux buffers qui vont se retrouver dans nos agendas. Je vous confirme que ça va prendre entre 3 et 6 mois probablement pour trouver cette flexibilité aussi au niveau de nos agendas. Du moins, c'est un travail qu'il faut tout de suite commencer. Donc, maintenant, c'est le temps de vous dévoiler. J'aimerais ça être capable même de vous le défaire, mais comme on est en mode virtuel, je ne peux pas. On va vous envoyer une boîte à outils, en fait, une boîte à outils qui va vous permettre des conseils, des petits checklists, des obstacles communs qu'on peut voir dans la transition vers une formule hybride, des études de cas aussi. Et n'hésitez pas à quoi que ce soit, à quel moment, Marie-Josée peut vous aider, je peux vous aider. J'accompagne et elle accompagne aussi beaucoup d'organisations actuellement qui ont peut-être pensé à une prémisse de départ, comment on peut assurer une certaine flexibilité et qui ont besoin de réfléchir ou du moins répondre aux préoccupations des gestionnaires parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui reposent sur leurs gestionnaires pour faire vivre ce modèle-là et il n'y a pas une solution qui va être nécessairement pour tout le monde. Il faut regarder la culture de l'entreprise, il faut regarder la taille, il faut regarder la nature des professions et tout ça. Donc, je vous invite à n'importe quel moment de nous contacter, mais on voulait vous offrir un petit cadeau pour vous aider à faire ces différentes réflexions. Alors, je voulais vous remercier tout d'abord d'être ici. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont dans le chat. Donc, Marie-Josée, est-ce qu'il y en a certaines que tu voudrais répondre? Mais Jen, il y en a une que je trouvais intéressante, là. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais certaines entreprises américaines donnent une rémunération différente si tu travailles en télétravail ou si tu es au bureau. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais en tout cas, moi je trouve ça particulier. C'est pas sur la présence personnellement, moi, que je donnerais la récompense, mais plus sur la performance à la limite ou l'ajout de valeur à l'entreprise. Donc, toi, ça serait quoi ta réponse là-dessus? Bien, en fait, je vais vous faire un clin d'œil qui peut-être pas, qui ne va pas répondre nécessairement, mais en même temps qui va vous donner l'esprit. Plusieurs entreprises ont statué, notamment au Québec, au Canada, que quand ils font des rencontres en présentiel et qu'ils payent le lunch, par exemple, bien, ceux qui choisissent de travailler de la maison ne vont pas se faire payer le lunch. Alors, ce n'est pas pour répondre à la rémunération, parce que je crois que si on tombe dans la rémunération, ça pourrait causer d'autres enjeux, mais clairement, dans l'équité, c'est aussi les choix qu'on va faire comme individu. On s'en va vers de la responsabilisation de nos choix, sans mettre de la pression. Fait que moi, je répondrais de cette façon-là. Évidemment, aux États-Unis, on voit beaucoup de modèles actuellement. Notamment, il y a des entreprises qui ont imposé 5 jours semaine au bureau parce que le modèle hybride, ils l'ont peut-être laissé trop large, trop flexible et ont eu les côtés un peu pervers de la chose. Donc, personnellement, je n'irai pas vers une rémunération différente, mais est-ce qu'il va y avoir des conditions différentes? Je crois qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que j'ai peut-être manqués? Mais peut-être juste un élément, une question qui est pour toi, puis un dernier élément. Il y a une personne, André Rousseau, qui disait de ne pas oublier aussi les clients. On a beaucoup parlé des préférences des employés, des préférences des gestionnaires. Ne pas oublier les clients à travers tout ça. Donc, effectivement, c'est un très bon point. Merci beaucoup. Et puis, il y a une question pour toi, je ne sais pas, 2D, 3D, Jen, il y a quelqu'un? Et puis, je connais Louise très bien Lapierre. Louise en plus qui pose la question. Mais oui, alors, ce que je mentionnais par rapport au 2D ou 3D, c'est que, bien évidemment, quand je donnais l'analogie d'un film, quand on peut ressentir des émotions, on peut vivre certains éléments quand on est en 2D et en 3D. Mais c'est sûr que quand on est capable de rencontrer les gens, il y a une partie
du non-verbal qu'on est capable de lire. N'oubliez pas que 70% de notre communication se fait avec le non-verbal. Donc, évidemment, si vous me posez la question, qu'est-ce qui est mieux pour faire certaines conversations difficiles, pour collaborer, pour avoir le pouls de notre équipe? Évidemment, je suis obligée de vous dire que si on veut vraiment avoir une bonne lecture en 3D, bien, on va aller chercher le maximum de l'expérience. Alors, ne pas mélanger que le 2D, c'est mauvais et le 3D, c'est super. C'est que, évidemment, on ajoute une couche de plus avec le 3D. Donc, le 3D étant être en personne versus à être sur l'écran. N'oubliez pas que l'écran ne montre qu'une petite partie de notre verbal, de notre non-verbal et notre verbal. Ben oui. C'est quand on se voit qu'on réalise notre grandeur. Il Oui, est déjà 12h30. Je te laisse le mot de la fin, Jen, mais je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Au plaisir d'entrer en contact avec vous pour la suite. Donc, ça serait un plaisir de vous rencontrer en 3D. Jen, à toi le mot de la fin. bien, merci beaucoup. Puis je vois une question, puis je vais terminer avec ça. Est-ce que on suggère d'avoir des journées anchor, c'est-à-dire des journées fixes que les gens viennent au bureau? Bien, j'ai envie de vous dire, puis c'est comme ça que je vais terminer, ça dépend de votre culture, ça dépend de ce que vous voulez obtenir comme adhésion. Évidemment, d'avoir tout le monde en même temps au bureau pour des activités spécifiques, c'est super, ça peut être une très bonne idée. Mais si tout le monde vient au bureau pour être en face de leur écran et pas interagir, c'est là où je mettrai mon bémol. Alors, au nom de la flexibilité, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à ces éléments-là et puis ça nous fera plaisir de continuer à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.